d'accord, ok. Super. Non, mais il essaye de faire son trou et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Écoute, alors si tu passes sous le bureau, par contre, personne ne le verra. Donc ça sert à rien. Dieu merci, il n'y a pas de vidéo. Ouais. Non, par contre, j'ai commencé l'enregistrement parce que j'aime bien cette méthode de petit-fils de que Fred aime bien nous faire de temps en temps. Donc du coup, j'enregistre. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes. Oui, c'est vrai. Oh là là, tu es entouré de filles pour cette première expérience. Au fur et à mesure que les annulations s'enchaînaient, que j'allais me retrouver juste avec 2 jeunes femmes. Ce qui est un vrai plaisir. J'aime bien ce petit ajout de... Non, mais c'est pas grave, hein, on va s'en sortir. Hein. Désolée si on est la victime, hein. Bon allez, je lance le générique. C'est parti. Let's go! Et bonsoir à tous. Et comme vous l'avez constaté, Monsieur Seri n'est pas là ce soir, mais on a une équipe de choc puisque ce soir je suis accompagnée notamment de Cécile. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour, enfin ça dépend à quelle heure vous écoutez, mais Oui, c'est ça, bon petit déj si vous le souhaitez, hein, mais il est 4h du mat, profitez bien du kebab, quoi. c'est ça. Sauce samouraï ou sauce blanche Sauce blanche, ouais. C'est vrai. Carrément. On est la team sauce blanche. Et ce soir, nous avons un petit nouveau. On a décidé qu'on allait être sympa et qu'on allait pas te bisuter. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, je vous présente Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir à toutes les deux, bonsoir à tout le monde. Oh là là, vous avez vu, il est poli, on l'a bien choisi. Hein. Alors qu'on n'y est pour rien du tout. Mais C'est ça, on n'a rien fait, mais on peut s'en vanter, quoi. c'est ça. Nous toujours là pour braguer tout ce qu'on peut braguer, même si... franchement, on n'a rien fait. Mais en tout cas, nous allons faire en sorte que ce soir, le podcast soit au top du top. Au programme ce soir, nous avons un programme assez classique avec des actus, pas mal d'actus d'ailleurs, des recommandations pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le meilleur parce qu'on vous aime bien, même si je vois que Cécile a mis quelque chose de bof-bof. Hein, je sais pas ce que... Voilà. Oui, on va en discuter. Mais on juge pas, voilà, on juge pas. Donc on va commencer avec les actus si tout le monde est prêt et je vais lancer le petit générique puisque apparemment Emma est toujours planquée dans un coin. Il s'agirait du rayon produits laitiers. Attention, chers clients, la petite Emactu est attendue par ses parents à l'accueil. La petite Emactu, merci. Et ce soir, on va, comme à chaque fois que je le présente, commencer avec les mauvaises nouvelles. Donc Cécile, je te laisse la parole. Il paraît que deux frérots, non pas de la Vega, mais vont s'en aller quand même. Ouais. Après, c'est pas une série très très connue. Ça fait pas très longtemps que c'était à l'antenne, donc bon, je pense que ça manquera pas à grand monde. Mais il y a un truc qui s'appelle Supernatural, Jamais entendu parler. qui va s'arrêter à sa saison 15. Fou, 15 voilà. ans quoi. 15 ans. L'adolescente que je suis est un peu triste, je dois l'avouer. Oh. Mais... C'est le Cosby Show des séries fantastiques, tellement elle a duré celle-ci. Ouais, non, franchement, d'un côté, je suis triste parce que c'est la fin d'une ère, comme ils disent dans Friends. C'est vraiment la fin d'une ère, mais d'un autre côté, d'où on peut être triste, il va y avoir à la fin 15 saisons. Enfin, je veux dire, c'est déjà pas mal. C'est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Donc, voilà, je suis triste. Les frères Winchester me manqueront. Mais du coup, quand ce sera fini, je pourrai re-regarder les bonnes saisons. Genre la 4. Non mais par contre on a un gros débat avec ma bande des potes. Alors je rappelle que je n'ai jamais regardé Supernatural à part un épisode par-ci par-là. Mais la grande question était, est-ce que donc ceux qui incarnent les frères Winchester entre autres vont arriver à retrouver du boulot après ça, parce que finalement on les a connus un peu qu'avec ça, et c'est toujours le dilemme avec les acteurs qui se sont fait connaître très jeunes dans un rôle assez emblématique. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose d'autre après ? Je
Je ne sais pas. Perso, je sais pas, Jensen Ackles et Jared Padalecki, les deux, je les avais vus dans d'autres séries avant. Enfin, moi, Jensen Ackles, même si ça a été Dean pendant 15 ans, enfin 14 pour l'instant, pour moi, c'est toujours le mec dans Dark Angel. Ah. Donc, bon, je me dis, ça a peut-être changé. Et puis Jared, il était dans Gilmore Girls. Il C'est avait vrai. quand même un rôle assez important. Après, non, justement, ils vont faire, je pense, 2-3 séries Rebound qui vont faire genre 1 ou 2 saisons, histoire de se remettre en jambes, et après ça repartira. Je pense qu'il faudra leur mettre un co-star sympa, mais ils auront jamais l'alchimie. Je pense qu'ils avaient tous les deux, ils se sont rencontrés, c'était un truc de fou. Je rappelle qu'on parle de série et non pas de cul. La confusion peut être très vite faite. Oui, mais je suis désolée, et les séries Rebound, il y en a, hein. On en a connu des acteurs qui ont fait ça. Oh oui. Oh. L'idée, une petite incursion dans le cinéma, si je me rappelle bien, mais ça n'a pas été concluant des deux côtés. Ah, je saurais même pas te dire, là. Moi non plus. Il y a un remake de Vendredi 13 avec Jared Padalecki. Ah et oui. Woody Valentine avec Jensen Ackles, mais dans les deux cas, ça n'a pas été de grands films. Est-ce que je peux l'inclure à ma liste de nanars à regarder ou même pas? Le Bloody Valentine avec Jensen Ackles est un vrai nanar Z qui vaut le coup d'œil, ouais. Avec Cool. de la bière. Attends, je me le note. Alors, pour une fois, on va pas vous annoncer beaucoup de mauvaises nouvelles parce que je pense que c'était la seule. On va passer aux bonnes nouvelles. Et là, je passe la parole à Clément parce qu'il va parler d'une série que j'attends très très fort parce que l'original, c'est un peu ma série préférée quand même. Donc, Clément, à toi. Donc, j'imagine qu'on parle des trailers pour le Twilight Zone de Jordan Peele. Oui. Bah, effectivement, là, il y a les deux trailers donc des 2 premiers épisodes qui viennent de tomber en ligne. Et c'est vrai que pour ce que moi j'en ai vu, alors que ça devient compliqué, je trouve, de se hyper pour des séries maintenant, vu la profusion de programmes qui sortent chaque année. Là, c'est vrai que les deux trailers donnent vraiment envie, quoi. Notant que c'est vrai que ça s'appuie sur une série qui est quand même mythique. Le Twilight Zone original, donc qui est une série qui a posé beaucoup de bases du fantastique aux États-Unis, qui était, si je me rappelle bien, notamment dans les scénaristes, il y avait beaucoup de grands auteurs de SF, dont Richard Matheson. Oh oui. Et donc qui est à l'origine d'ailleurs de certains des meilleurs épisodes de la version originale. Et là, donc, les 2 premiers trailers sont sortis. Donc, on parle de 2 épisodes. Donc, un épisode qui serait le remake d'un épisode de la série originale et un épisode qui serait totalement inédit. Le premier avec Adam Scott, donc, qui est un superbe acteur très présent dans les séries et donc qui tourne autour de la paranoïa d'un passager d'avion persuadé que son avion va s'écraser. Et le second avec Kumail Nanjiani, désolé si j'écorche un peu le nom, mais qui donc là est un épisode original sur, on ne comprend pas très bien dans le trailer, mais en tout cas l'ambiance est vraiment là, avec donc un comédien qui semble perdre contact avec la réalité. Et moi vraiment, pour avoir vu les 2 trailers, ça donne envie de le voir, que ce soit pour la référence à la série originale, ou pour le soin qui est apporté de toute évidence à la mise en scène, parce que c'est vraiment assez joli à voir. Bah, très bien, écoute, je t'avoue que j'ai pas regardé les trailers parce que je veux me garder la surprise jusqu'à la fin. Parce que au cas où les trailers soient trop bien, j'ai peur de me monter un peu, d'avoir trop d'attentes sur la série et après être déçue. Et donc, Trop de hype, tu la hype. c'est ça. Et si au contraire je suis un peu déçue, j'ai peur que ça me gâche un peu le plaisir, même si la série après ça très bien. Donc c'est le genre de truc où j'aime bien me garder la surprise jusqu'à la fin, même si je suis du genre à toujours regarder les trailers, mais celui-là, je fais bien attention de passer outre. Tu slalom comme ça. Je comprends. Ouais, oui, Pour avoir craqué, avoir regardé le trailer de Us de Jordan Peele, et maintenant je regrette beaucoup parce que je pense que ça en montrait trop. C'est vrai que ça vaut peut-être le coup de se préserver sur cela. Ouais. C'est ça. Au niveau des autres bonnes nouvelles, Cécile, il paraît que 3 séries ont été renouvelées pour une nouvelle saison, dont une qui est mon petit guilty pleasure du lundi soir.
Alors attends, c'est laquelle? Alors c'est facile, sur les 3, il y en a 2 que je regarde pas. Ah, mais le problème, c'est que je ne connais pas encore assez bien ton bêta série pour, pour dire Non. si tu regardes ou pas. Donc, oui, elles sont renouvelées pour une saison 3, les séries 911, The Resident et The Runaways. Alors, est-ce que tu regardes The Resident? Oui. Ah, bah, c'est la seule que je ne regarde pas des trois. Bah excuse-moi, mais médecin mignon, là vous Ah m'avez oui, non, mais perdu. je comprends tout à fait l'attrait, hein, team muscle, il n'y a pas de problème. Non, franchement, pour The Resident, du coup, bah, pas d'avis, mais tu dois être contente, du coup, de ce que je comprends. Oui, alors oui, je suis contente, mais pas seulement. En vrai, je fais si je regarde pour le médecin mignon, mais en vrai, c'est une bonne série qui allie les bonnes qualités de Doctor House et les bonnes qualités de Grey's Anatomy, donc c'est super cool, en fait. C'est Mais vraiment une bonne série, c'est pas juste drama médical à la con avec des histoires de cul. Non, moi, je t'avoue que la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas commencé, c'est parce que j'ai déjà trop de dramas médicaux. Mais à un moment, quand ça va s'épurer un peu, peut-être, je la rajouterai. Peut-être. Je n'enterre pas Grey's Anatomy comme ça. Mais... Non, Moi, moi j'ai abandonné il y a longtemps. J'avais une question sur The Resident, c'est justement, est-ce que ça verse plutôt du côté Grey's Anatomy ou plutôt du côté Doctor House? Parce que quand on regarde les images, enfin les bandes annonces, j'avais l'impression vraiment que c'était du Grey's Anatomy, enfin le successeur de Grey's Anatomy. Bah en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment des épisodes, et si on se concentre vraiment sur la première saison, t'as vraiment le côté Grey's Anatomy dans le côté l'hôpital est une grande famille. C'est pas... Familles qui couchent ensemble. Hein. Et bah pas du tout en fait. C'est ça le truc que j'aime bien, parce que moi les histoires de cœur, machin, ça a tendance à me gonfler. Et là c'est pas vraiment le truc. À la limite tu vas avoir une ou deux histoires d'amour, mais pas gnangnan, c'est pas fleur bleue du tout. Et par contre le côté Doctor House va vraiment se sentir dans la première saison, où on va avoir des cas médicaux très, très originaux et de l'humour assez noir. Mais surtout, ce qui ressort, c'est qu'il y a un fil rouge quand même durant toute enfin, que ce soit la première ou la deuxième saison, il y a un fil rouge qui est très intéressant et qui est très d'actualité. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant dans la série. Ok. Ok. Sinon, pour Marvel The Runaways, c'est pas ma série Marvel préférée, clairement. Même en network, Agent of Shield est beaucoup mieux. Après, c'est assez teen, ça se regarde quand même. Et la saison 2, je l'avais trouvée nettement meilleure que la première. Sur des... En gros, pour rappeler l'histoire, c'est des adolescents qui se rendent compte que leurs parents sont un peu un groupe de super vilains, en gros, et qui s'enfuient. Mais bon, ça arrive très, très, très tard, malgré que ce soit dans le titre. C'est con. Oui, ah ouais, non, moi, toute la première saison, je me suis dit, mais c'est quand qu'ils s'enfuient, en fait? Ça s'appelle pas The Runaways. On m'a menti sur le titre. Donc, Oh du là coup, la là. saison 2 est un peu plus... colle un peu plus. Donc voilà, saison 3, pourquoi pas. Après, si ça s'arrêtait à la saison 3, ça m'irait. Je pense que ça peut s'arrêter là. Et par contre, finalement, 911, mais merci. Enfin, s'il n'y avait pas une saison 3, je pleurais toutes les larmes de mon corps. C'est pas possible. J'aime tellement, tellement, tellement cette série. Toute la saison 2, là, c'est encore mieux que ce que je pouvais espérer après la saison 1. Donc franchement, si vous ne regardez pas 911, mais qu'est-ce que vous faites? Non, franchement, si vous aimez les séries médicales, policières, firefighters, franchement, regardez 911, c'est le meilleur de tous les mondes. Vraiment, les personnages sont attachants, les cas sont dingues. Enfin, juste la semaine dernière, il y avait un requin. Il y avait un requin. Et c'était même pas le gros truc de l'épisode, quoi. Est-ce qu'il dansait sur un clip de Katy Perry? Non, il mangeait quelqu'un au milieu de l'autoroute. Ah bah normal, ok. C'est ma vie de tous Et les ils se jours. sont dit, on va sauver le requin. Bah Et oui. c'est ça, 911. Parce que... Tout va bien. Le casting est super solide, en tout cas. J'ai plus, un coup d'œil et le cast est assez impressionnant. Alors moi, j'ai un gros problème avec les noms des gens, donc je vais... Peter Krause, oui, si. Rose, Connie Britton aussi, qui arrive d'American Horror. Connie Britton est en saison 1, hein, voilà, elle a disparu un peu quand même en saison 2. Peut-être Mangée par le requin sur l'autoroute. Non, mais elle a quitté la série, après, on ne sait pas trop pourquoi. Après, peut-être d'autres projets, mais bon, en saison 1, elle est très bien, mais oui, non, enfin, Peter Krause dedans est génial, Angela Bassett. Angela Bassett, ouais, qui est impressionnante. Très, très cool, enfin, tout...
Les personnages sont super forts, il y a de la représentation. Enfin, franchement, regardez 911, ça reste mon coup de cœur, même en saison 2, donc vivement la saison 3, alors que la saison 2 n'est pas encore finie. Mais très bien. Au niveau nouveauté, HBO commande une série limitée pour adapter Perry Mason et ça sera Tim Von Patten à la réalisation. Donc Tim Von Patten, pour ceux qui connaissent pas, il a travaillé sur beaucoup de séries et de films qui sont devenus cultes. On a eu Boardwalk Empire, on a eu Les Sopranos, on a eu Game of Thrones, etc. Je connais pas. Non, mais ça a pas eu un succès fou non plus. Mais donc il va réaliser et produire Perry Mason, qui sera une série limitée pour HBO. Il y aura Matthew Rhys dans le rôle principal. Pour résumer de quoi ça va parler, en fait, ça se déroule en 1932 à Los Angeles et le pays se remet de la Grande Dépression. La ville est en plein essor. Il y a du pétrole, il y a les Jeux Olympiques, il y a du cinéma parlant. Enfin, c'est la folie, quoi. Sauf qu'il y a un enfant qui va se faire enlever et ça va très mal tourner. Donc on va suivre toute l'affaire qui va suivre. Pour ceux qui connaissent le personnage de Perry Mason, en fait on va suivre ses origines, c'est la backstory de Perry Mason, qui est avocat de la défense pénale. Et donc il va avoir sa chance pour se faire un nom et il va prendre l'affaire à bras-le-corps. Écoutez, je pense que j'ai très envie de regarder cette série limitée, puisque qui dit série limitée dit que normalement, sauf si vous êtes Netflix, la série va avoir une fin assez rapidement, donc que ce soit bien ou pas, au moins ça va pas traîner. Mais je pense que, en tout cas, la série est entre de bonnes mains. Juste par rapport à Perry Mason, ce que je trouve un peu étonnant, et j'ai l'impression que ça commence à être de plus en plus fréquent, c'est qu'on prend une série qui à l'origine était une série bouclée, donc avec chaque épisode concernait une affaire, et là on a l'air de partir sur quelque chose de feuilletonnant. Je trouve que c'est assez original comme manière d'adapter, puisque ce qu'on avait vu sur les remakes comme Hawaii Police d'État ou ce genre de choses, ils gardaient même s'il y avait un fil rouge, ils gardaient ce principe d'un épisode, une enquête. Là j'ai l'impression qu'ils veulent partir sur quelque chose de beaucoup plus feuilleton. Ouais, après il faut voir aussi que c'est HBO. HBO a pas vraiment l'habitude de faire du très très Crime of the Week. Ils font plus du feuilletonnant. Je pense que ça plus attrait à la production en elle-même, ce choix. Après c'est aussi un bon choix d'adapter de manière différente de ce qui a déjà été fait. Mais moi ça me va, parce que le Crime of the Week, au bout d'un moment, voilà. Non, c'est sûr, mais je pense d'ailleurs que c'est un peu dépassé comme modèle pour les séries actuelles. Mais du coup, je trouve ça original et je me demande si ça ne va pas faire des petits à l'avenir, c'est-à-dire prendre des séries qui, encore une fois, étaient des séries complètement bouclées et essayer de tirer quelque chose de feuilletonnant de ça. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Et moi, je suis très intéressé par le travail de remake qu'ils vont faire sur Perry Mason. Ouais. Et notamment, Matthew Rhys, de toute façon, quand on a goûté à The Americans, et qu'on est en manque de Matthew Rhys, ça va faire plaisir de le retrouver. C'est ça. C'est une très bonne raison pour regarder la série. Et puis d'ailleurs, si on pouvait suivre ce modèle pour Arabesque, je suis preneuse, clairement. Au niveau nouveauté aussi, il paraît que Amazon va adapter un des films les plus iconiques de mon adolescence, L'Auberge espagnole. Oui, alors Amazon a lancé l'idée, donc une série, L'Auberge espagnole. Après, ça fait quand même un petit moment que le film est sorti. On a eu quand même 2 suites. Je vous avoue, je suis pas convaincue pour l'instant par le projet. L'idée de... en plus, le côté un peu Erasmus, tout ça, est-ce que ça a encore un... Je trouve ça un peu dépassé, quoi. Un attrait, ouais, c'est ça. Parce que maintenant, on est beaucoup plus international qu'avant. Ouais. On a une ouverture sur le monde. Il y a eu quand même un truc qui s'appelle Internet qui a donné quand même un bon essor à l'international. Donc, est-ce que quelque chose de ce type-là peut fonctionner ? Je sais pas. Tant que c'est pas une coucherie entre tous les pays d'Europe, moi ça me va, hein, mais... Ouais, je pense que ça va finir que finalement on va avoir une série qui ressemble en rien à L'Auberge espagnole, en fait. Que ça va juste être vaguement inspiré, mais que finalement on nous aurait dit que c'était adapté de rien. Franchement, on n'aurait pas vu la différence, quoi. Je sais pas si vous avez vu les déclarations de Clapiche à ce propos. Non.
hier ou avant-hier. Parce qu'en fait, il expliquait qu'il travaillait donc sur l'idée de cette série, mais que ça serait déjà un reboot complet. Il partirait pas sur les personnages donc de la trilogie. Oui, c'est 3 films. Ah oui, non, oui, ça, c'est sûr. Et donc, il partirait sur autre chose. Et puis, son approche qui était de dire justement que l'Europe n'est plus celle de l'Europe d'Erasmus, de l'auberge espagnole, et que c'est une Europe en crise, et qu'il voulait justement peut-être faire se situer l'action en Grèce pour prendre sûrement le pays qui va le moins bien en Europe. Enfin, il y avait quelque chose il avait l'air assez clair sur cette idée que oui, l'Europe n'est plus la même, la mondialisation dans les faits, elle est complète, et que du coup, c'est peut-être justement sur cette idée de on se replie les uns sur les autres qu'il voulait travailler. Et c'est vrai que moi, j'étais assez sceptique à la base, et après l'avoir écouté, je me disais que c'est peut-être justement une manière de parler de ce que c'est qu'être un jeune en Europe et être un jeune dans le monde maintenant. Alors, est-ce que Clapiche n'est pas trop vieux pour parler de ce genre de choses? Mais en tout cas, il avait une approche qui était assez intéressante, en tout cas, qui laissait pas penser qu'il allait faire un bête remake avec d'autres acteurs où ça serait des coucheries et des blagues entre colocs, mais plus sur quelque chose donc qui parlerait de maintenant, quoi. Ouais, non, moi, c'est plus le côté la filiation. Bah, forcément, c'est Cédric Lapiche, il a fait le film avant, il fait la série maintenant. Forcément, on voit la filiation, mais c'est qu'à la limite, en fait, ça n'aura rien à voir avec le film. Donc, est-ce qu'on parle vraiment d'un remake, vu que l'époque est pas la même, le lieu sera pas le même. Il y aura rien en commun entre les deux, à part juste, c'est une coloc de gens qui viennent d'Europe. Avec un caméo de Romain Duris. dans le fond, en mode Clodo, Vernon Subutex. Mais donc voilà, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est commandé sur Amazon. Ce sera 8 épisodes, et puis voilà. Ok, très bien. Je te laisse la parole puisqu'il y a un autre truc qui m'a traumatisée quand j'étais au lycée, qui s'appelle À la recherche du temps perdu, et que clairement ça porte très bien son nom. Ah, j'ai cru que c'était Guillaume Gallienne qui t'avait traumatisé. Non, lui je l'aime bien. Donc oui, Guillaume Gallienne va faire une série à partir du roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Donc avec sa petite boîte de production, ils vont faire ça. L'idée, ce serait de faire donc, une série. Par contre, de ce que j'ai vu, ils vont changer la période. Ils vont passer de avant-guerre à après-guerre. Même bien après-guerre. En 70, 80 et 90, il disait. Ouais. Voilà, donc on change un peu. Après, je suis pas une très grande spécialiste de Proust, donc déjà vous faire un pitch de À la recherche du temps perdu, c'est mort. Oh ça va être long, quoi. Voilà. Regardez les films, voilà. Moi, je vous avoue que le seul truc qui m'attire dans le projet, c'est il y a Guillaume Gallienne. Ouais, on va peut-être regarder. On jettera un œil, on va voir ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup, donc je me dis bon, voilà, c'est un roman. En plus, voilà, n'y connaissant pas grand-chose, je me dis c'est peut-être un moyen de découvrir de la culture que je n'ai pas. C'est toujours pour apprendre. C'est bien aussi pour développer son accent marseillais avant l'été. Le problème, enfin moi, autant je suis intéressé par la série de Clapiche, autant là, il s'attaque à quelque chose qui est vraiment réputé inadaptable. Enfin, La recherche du temps perdu, c'est un bouquin sur lequel plusieurs grands réalisateurs se sont déjà cassés les dents, que ce soit en faisant des films qui ne marchaient pas, soit en n'arrivant jamais à mettre le film sur pied. Je crois que c'est Visconti, réalisateur du Guépard, qui a traîné le projet pendant 15 ans et qui n'a jamais réussi à le faire. Une version de Raoul Ruiz aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment ambitieux parce que c'est considéré comme un des romans les plus inadaptables de la littérature française. Oui, mais après, peut-être que l'erreur, c'était de vouloir adapter quelque chose d'aussi gros en film, alors que là, on part du principe que une série, c'est peut-être mieux adapté. Ouais, après, je pense qu'il faut vraiment pas coller à l'histoire d'origine, parce qu'en soi, ici, il passait pas grand-chose. C'est vraiment... c'est plus un esprit et des souvenirs. C'est un tout, quoi. C'est voilà, ma vie a ressemblé à ça, il se passait ça, ma famille c'était ça. Donc je pense que faut plus reprendre l'esprit plutôt que de coller vraiment à la lettre du roman, enfin des romans. Par contre, on est d'accord que pour le générique, on prend la chanson de Dave. Bah bien sûr. Non, ça n'a aucun intérêt.
Ils sont chiches. J'irai bien refaire tout du côté juste. Eh ben, Voilà, pour c'est quelqu'un qui voulait pas chanter ce soir, Ah, je me dis c'est bon, ça y est, j'ai chanté. Voilà. mon quota est fait. Je peux prendre mon chèque. J'ai fait mes heures, je peux me déclarer en intermittent, c'est bon. Très bien, je finis avec une dernière news, pardon. Une news, puisque Apple lance officiellement son service de streaming. Ça en fait quoi, 48 qui sont sortis là dernièrement. C'est Mais le 72e. C'est ça, donc Apple lance Apple TV+, puisque ça fait à peu près 10 ans que Apple avait annoncé vouloir faire quelque chose dans le style. Bon bah ça y est, c'est fait. Donc ils ont fait une espèce de keynote pour la présenter. On n'a pas encore beaucoup d'informations. On a quelques programmes commandés. On sait que ça sera lancé cet automne, même si on n'a pas encore de date précise. On sait que ça va être disponible dans à peu près 100 pays. On sait qu'il n'y aura pas de publicité. Ça sera un peu comme un Netflix. On paie un abonnement et on n'aura pas de publicité. On ne sait pas par contre combien ça va coûter. On ne sait pas s'il y aura plusieurs types d'abonnements comme par exemple Netflix le fait. On sait juste que ça sera disponible via l'application Apple TV, que ça sera disponible sur pas mal de Smart TV et autres agrégateurs de services de streaming, que ça sera disponible aussi aux utilisateurs qui n'ont pas Apple TV. Voilà. Tout ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que Apple a su quand même appeler à pas mal de gros talents pour lancer son service, avec entre autres Steven Spielberg, J.J. Abrams, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Chris Evans, Jason Momoa et Octavia Spencer, entre autres, qui vont tous travailler avec Apple pour sortir des séries et films originaux sur la nouvelle plateforme. Voilà. Mais par contre, moi j'ai eu une question très bête quand j'ai vu passer la news, c'est que il me semble que Disney Plus a des problèmes en France pour s'appeler Plus à cause de Canal Plus. Est-ce que Apple TV Plus a le même problème? C'est une très bonne question dont je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas non plus, hein, mais il m'a semblé voir ça, que Disney Plus avait été en fight avec Canal à cause de ça. C'est vrai, Et je me dis, on a un nouveau service qui va s'appeler Plus. Donc arrêtez. Ouais, c'est bizarre. Enfin, c'est pas comme si le nom se rapprochait vraiment de... Enfin, ça se différencie quand même. Ah ouais, non mais ouais, mais je pense que c'est Canal qui est pas content de... Non, c'est nous le Plus. Mais mec, c'est juste en France, les autres ils sont à l'international, tu te tais en fait. Tu sais, c'est le petit qui donne des coups de pied dans le gros en disant non mais c'est moi. C'est ça. Non mais en plus, fait. surtout que je découvre jour après jour que Canal+ est quand même vachement réputé à travers le monde. C'est que même je vois des articles, notamment sur des sites américains, des nouveautés de Canal+, parce que les gens, par exemple, aux États-Unis, attendent les séries originales Canal+. Et ça me fascine en fait. On n'a pas tous les jours l'impression qu'on est autant regardé à l'étranger en fait. C'est ceux qui exportent le plus, enfin en termes de quantité, je pense qu'il y a c'est les séries qui se vendent le mieux à l'étranger sont quasiment tout le temps, à quelques exceptions près, des séries Canal. Ouais, mais c'est vrai qu'elles sont très... Enfin, je vais pas dire très formatées pour aller à l'étranger, mais en général, les séries Canal+, elles ont pas vraiment ce petit... le tampon vraiment culture française, quoi. Elles sont mieux léchées. C'est méchant à dire, mais elles sont mieux foutues que les séries, vraiment, que tu vois tout de suite que c'est une série française. Mais en fait, à l'étranger, soit ils achètent des séries qui sont la France dans tout ce qu'il y a de plus cliché, Ouais. et les garçons, c'était Sous le soleil aussi. Sous le soleil, ça marchait de ouf à l'étranger. Ou alors, ils prennent des séries qui, effectivement, sont des séries, comme tu dis, ultra léchées, comme peuvent l'être Braco, Engrenage, ce genre de séries. Ouais, Les Revenants, pendant un certain temps, c'était la série la plus exportée à l'étranger. Mhm. Bon, après, Les Revenants, quoi. Oui, mais avant c'était Sous le soleil. Hein. Sous le soleil. Bah, à la rigueur, je préfère regarder Les Revenants. Hein. C'est ça. Non, à l'étranger c'était Saint-Tropez. Oh, excuse. Est-ce qu'ils ont vu le gendarme de Saint-Tropez à l'étranger? Parce que pas le même délire. Hein. Ça c'est bien. Attends, t'as vu qu'il y a tout un délire sur Louis de Funès qui va avoir un truc à la Cinémathèque et les gens sont pas contents. Genre ça mérite pas. Moi, j'avais un abonnement à la Cinémathèque et là, je l'aurais rentabilisé de fou. Mais ouais, genre ça mérite pas. Mais vos gueules, enfin.
Déjà, c'est faux, hein, parce que ça fait partie de la culture française. Et franchement, putain, les films de Louis de Funès, c'était quand même hyper bien scénarisé. Il y avait des dialogues hyper bien écrits. Enfin, tu peux pas non plus redire. À quand le biopic sur Louis de Funès au cinéma avec Guillaume Gallienne Je paierais tellement cher pour voir ça. Oh là là, ah ouais, non. Après, je pense qu'il y a vraiment des choses à apprendre de sa vie parce que il s'est passé pas mal de choses. Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps que sur la fin de sa vie, vu qu'il avait fait 2 attaques cardiaques, il a vachement changé sa façon de jouer et tout. Et tu te rends compte sur ce dernier film, sur genre Les Loups de la Cuisse ou des choses comme ça, où il joue vachement plus calme, tout ça. Enfin, il y a des trucs à apprendre, c'est intéressant. C'était un contrôle fric absolu. Il y a tout le passage où il a rencontré Charlie Chaplin, qui a été un des purs moments de sa vie. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de beaux épisodes dans sa vie, mais je suis sérieux. Hein. Je pense qu'il y a un biopic à faire qui serait intéressant. Eh ben, écoute, lançons-nous. Voilà, on lance la production. Ça sortira d'ici 2022 et on espère que vous serez tous dans les salles pour regarder ce chef-d'œuvre. Soyez au rendez-vous, Châtelet 9h, on vous attend. Bah non, on va forcément faire des avant-premières de fou, genre au Grand Rex, tu vois, ça se fait toujours au Grand Rex. On vous fait gagner des places sur Twitter, un petit RT plus follow et ça va bien se passer. Pour un truc qui n'a rien à voir avec les séries, c'est parfait. Écoutez, bienvenue dans Monsieur Film and Friends, le podcast des films sur Louis de Funès. Par contre, je suis pour, hein, si vous voulez lancer un podcast sur les films de Louis de Funès, moi je suis dedans. Hein, ah mais grave, je suis pour aussi. La soupe aux choux, blablabla. C'est bon, on y va. D'ailleurs, meilleur BO de l'histoire du cinéma français. Hein. Meilleur prout de l'histoire de Très bien, est-ce que vous aviez une news à rajouter après tout ça ? Moi, je voulais juste, pour finir sur Apple TV, je trouve vraiment impressionnant la prise de guerre qu'ils ont fait hein, au niveau des noms qu'ils annoncent. C'est assez impressionnant quand même ce qu'ils ont réussi à avoir. Après, il y a des séries qui sont plus attirantes que d'autres, enfin, des concepts plus attirants que d'autres, mais en tout cas, c'est un coup réussi. En tout cas, au niveau de l'annonce, je trouve le coup est assez réussi. Ouais. Ouais, bah ça, de toute façon, au niveau communication, ils se placent très bien. Après, niveau contenu, on verra, mais ils savent annoncer les choses. C'est ça. Eh bien, je vous propose que nous passions du coup aux recommandations et ben, on va appeler notre cher ami Mike. Hey, salut, c'est Mike Canal. Quand je fais pas du porno, je fais des jingles pour des podcasts. Et il paraît que c'est des recommandations. Allez, en avant. Puis en arrière, puis en avant. Oh, ça va, c'est bon. Eh oui, il change pas ce fameux Mike Anal. On va commencer les recommandations avec un anniversaire. J'ai pas de musique d'anniversaire sous la main, mais... C'est mon anniversaire, mais j'étais pas au courant, on m'a pas prévenu. Non, je suis désolée Cécile, je vais te décevoir, mais ce n'est pas ton anniversaire. Moi j'ai plus 30 ans, j'ai cru que c'était moi. Eh bien non, mais on peut te faire souffler des bougies si ça peut te faire plaisir. Mais c'est l'anniversaire de Code Quantum qui effectivement fête ses 30 ans. 30 ans. Clément. Oui, pardon, je pensais que tu lançais un générique. Même pas, j'en ai même pas préparé. Non, elle avait pas de joyeux anniversaire. Je peux te le faire si tu veux. Joyeux anniversaire. C'est comme dans Buffalo Gay. Oh là là, la honte. Mais ouais, donc désolé, donc c'est les 30 ans effectivement de Code Quantum, Quantum Leap en version originale. Et donc moi c'était mon désir de parler de cette série dans les recommandations parce que effectivement, en tombant sur la news qui annonçait les 30 ans de cette série, je me suis rendu compte de deux choses. Déjà, un, que je suis vieux, puisque j'ai regardé cette série à la télévision, et deux, que c'est une série qui a tendance à être peut-être un peu oubliée du fait de sa place fin des années 80, début des années 90, alors que c'est une série d'une grande qualité. Donc, c'est une série qui a duré 5 saisons aux États-Unis de 89 à 93, et qui a été diffusé en France à partir de septembre 93. Donc on est sur 25 ans, on fête les 25 ans de la diffusion française.
Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Code Quantum, c'est l'histoire de Sam Beckett, qui est un chercheur dans un futur proche qui met au point une méthode pour voyager dans le temps, mais en se projetant dans le corps de différentes personnes à différentes périodes des États-Unis, et qui va à chaque épisode essayer de réparer un tort, de sauver quelqu'un ou de régler une situation pour faire en sorte que le temps ne suive son cours paisiblement. Et c'est une série qui est vraiment très originale. Moi, je voulais en parler parce que alors, je sais que vous en avez déjà parlé dans le podcast. Moi, jamais. J'ai jamais prononcé même le nom de cette série. Ça m'est pas arrivé. Personne ne te croit. Non. C'est une série qui évoque beaucoup de choses pour plein de gens alors je veux dire de ma génération, même si je déteste ce terme, mais en tout cas c'est vrai que c'était une série. Moi, c'est la première série que j'ai suivie véritablement avant. Donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, tout ça. C'est-à-dire la période où il fallait être devant sa télé à une heure précise, à un jour précis, et répéter l'expérience pour pouvoir suivre une série dans son intégralité. Et c'est une série qui maintenant, quand on la revoit, moi j'ai été étonné il y a quelques années quand j'ai revu la série, de voir à quel point elle était assez en avance sur son temps en fait. Donc plutôt que de dire, la série est bien, allez la voir, et en même temps, la série est bien, allez la voir. Mangez-en. Mais c'est surtout que je voulais juste pointer à quel point c'était une série déjà sur le fond qui était atypique, parce que c'est une série qui est profondément humaniste. Alors après, vous pourrez me dire si vous êtes d'accord ou pas, hein, mais c'est une série qui est profondément humaniste, surtout quand on connaît la filmographie du producteur qui est à l'origine de la série, qui est un monsieur donc, qui s'appelle Donald Bellisario, et qui est derrière donc NCIS, le JAG, Magnum, Supercopter, enfin tout un tas de séries qui avaient comme point commun de mettre en avant des militaires. Donc Donald Bellisario, c'est quelqu'un qui a fait la guerre du Vietnam, qui a été Marines. Je discute tu dis le mot Vietnam juste après avoir parlé de Code Quantum, j'ai envie de pleurer, tu vois. L'épisode sur le Vietnam, il est atroce. Dans la série, ouais. Mais c'est vrai, je parlais avec un journaliste qui avait interviewé Bellisario, et dans son bureau à Bellisario, il y a son casque de pilote d'hélicoptère pendant la guerre. Enfin, c'est quelqu'un qui est très porté sur ça. Et au milieu de cette filmographie, moi, je trouve qu'il y a ce Code Quantum qui est une série qui est presque, pas pacifiste, mais en tout cas véritablement très humaniste, qui aborde tout un tas de problèmes de société qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans les séries à l'époque, mais le fait que le personnage principal se retrouve dans la peau de différentes personnes, c'est l'occasion de se retrouver dans la peau d'un noir et de parler de racisme, de se retrouver dans la peau d'un handicapé, de parler du handicap, de se retrouver dans la peau d'une femme et de parler de la place de la femme dans les États-Unis des années 60-70. Je crois même qu'il y a un épisode où il est dans la peau d'un singe. Oui. Si, il est dans la peau d'un singe sur lequel on fait des expériences, je crois. Exactement. Et du coup, c'était une série qui mettait en avant pas mal de problèmes sociétaux comme ça. Et en plus, le grand intérêt de la série, c'est quand même son personnage principal, joué par l'excellent Scott Bakula. Scott Bakula. J'ai rien dit, c'est pas moi. Et moi, dans mon souvenir de spectateur, je crois que le personnage de Sam Beckett, donc joué par Scott Bakula, c'était un peu une nouveauté aussi. Encore une fois, on sortait de séries des années 90 où c'était, des années 80, pardon, où c'était très bonhomme, quoi. Enfin, Rick Hunter, Starsky et Hutch, enfin, c'était des mâles, des vrais. J'y connaissais rien aux femmes. C'est ça. Putain, je me suis retenue tellement fort pour pas le dire. Est-ce qu'il y connaît aux femmes, effectivement, Rick Hunter. Mais non, effectivement, le personnage de Sam Beckett, c'était un personnage qui privilégiait l'intellect à la force physique. C'était quelqu'un qui, que ce soit l'acteur ou le personnage, jouait avec l'image de la virilité, puisqu'encore une fois, il y avait cette transidentité les fois où il était dans le corps de femme. Enfin, c'était aussi un personnage qui était extrêmement sensible, qu'on voyait tomber amoureux, qu'on voyait être marqué par des événements et qui n'hésitait pas à montrer ses failles. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé assez marquant, c'est que cette série était humaniste, avec au centre de la série un personnage de héros comme on n'en voyait pas tellement dans les séries à l'époque. Et l'autre petite chose dont je voulais parler sur Code Quantum, c'est la forme. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est une série qui
qui est très très en avance sur son temps. Alors là, je sais pas si disclaimer, donc je travaille comme scénariste, donc j'aime bien parler de tout ce qui est structure, narration et ce genre de choses. Mais c'est une série qui était vraiment en avance sur son temps parce que ils avaient utilisé en fait leur univers et leur histoire pour justifier certains éléments propres à la série. Par exemple, le fait que c'était des épisodes bouclés, où, comme pour les autres séries, l'épisode d'après, on a l'impression que le héros ne se rappelle pas ce qui s'est passé la semaine d'avant. Là, c'était justifié dans l'histoire avec le fait que cette machine temporelle provoquait des amnésies chez le personnage de Sam. Et donc, on justifiait cette amnésie sélective grâce à l'histoire. C'est aussi l'arrivée de teasing de l'épisode d'après avec les séquences de fin d'épisode qui annonçaient de quoi allait parler l'épisode d'après. Donc il y avait cette idée de cliffhanger et de créer une addiction, en tout cas chez le spectateur, de lui dire reviens la semaine prochaine, regarde ce qui va se passer. Et ça, c'était vraiment en avance sur son temps, le fait de jouer autant avec le médium. Je trouve que c'était une série qui était vraiment, qui était presque sur du méta à une époque où le méta était encore loin d'être répandu dans les séries télé. Cécile, c'était le moment où tu peux crier ton amour. Non, mais moi, dans cette série, j'aime tout. Hein. J'ai les DVD à la maison, je me les suis refait il n'y a pas très longtemps. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais moi, c'est la série, j'ai dû la voir, je vais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça, quand je suis tombée sur une rediffusion du pilote. D'ailleurs, je crois que j'ai dû voir 4 ou 5 fois le pilote dans mon enfance, parce que grâce aux rediffusions, je ne voyais pas la fin. Je crois que les saisons 4 et 5, je les ai découvertes quand je les ai vues en DVD. J'avais jamais réussi à les voir à la télé. Par contre, la saison 1, je l'ai bien vue. Et à la télé, les 2 dernières saisons, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais, non, c'était vraiment pas... Par contre, ce qui est dommage, parce que, pardon, je te coupe, mais il y a cet épisode final, quoi. Non, mais tu veux vraiment qu'on en parle? Tu veux vraiment que je parle? Moi, je me suis toujours pas remise du panneau. Hein. Non, non plus, effectivement, c'est un coup de couteau dans le cœur, ce panneau à la fin. Mais moi, je trouve que cet épisode final, il a aussi quelque chose de super moderne, c'est-à-dire qu'on mettait une vraie on concluait une série en ne donnant pas du tout au spectateur quelque chose qui l'aurait apaisé, ou en tout cas qui lui aurait donné un sentiment de, je sais pas comment je fais mon Jean-Claude Van Damme, mais un sentiment de closure, de deuil, de fait de passer à autre chose. Et l'épisode final, c'est un concentré de philosophie, de métaphysique, et en même temps de sentiments, parce que l'épisode est bouleversant. Et je trouve que c'est un épisode qui a rapproché de certains épisodes finaux de grandes séries qui sont arrivés plus tard. Moi, je pense beaucoup, quand je vois l'épisode final de Code Quantum, je pense beaucoup à l'épisode final des Sopranos, par exemple, qui est une façon de conclure sans conclure et de dire les choses continuent et qu'elles continueront dans votre tête et c'est comme ça, on ne vous donnera pas une réponse définitive à ce que va être la suite des événements. Ouais. Mais pour moi, la série a été annulée, non? Ils savaient pas que c'était la fin, c'est pour ça qu'ils ont mis un panneau. Moi, j'ai eu des échos différents. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre dans un interview de Belisario qui disait qu'il pressentait qu'ils allaient être annulés, parce que je pense qu'ils ont failli être annulés à partir de la saison 3, parce que les audiences n'étaient pas terribles. Mais qu'il se réservait à chaque fois ce moyen de conclure. Parce que si on regarde l'épisode final, c'est quand même un épisode somme. C'est-à-dire oui, clairement, il y a une grosse conclusion dans cet épisode. Mais alors après, est-ce que c'est une contrainte de production qui les a amenés à conclure de manière un peu coitus interruptus? Je sais pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'être assumé, d'être au centre même de la narration de cet épisode. Et je pense vraiment, quand je revois encore une fois les finales des Sopranos ou de Six Feet Under ou ce genre de série, je repense souvent à cet épisode final de Code Quantum, et je me dis que mine de rien, c'est une série qui a dû quand même essaimer dans les esprits des scénaristes qui sont arrivés la génération après. Ouais. Mais donc moi je suis tombée là-dessus quand j'étais... C'est juste pour conclure, après, encore une fois, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, c'est très bon, d'autant que je ne sais pas si tu seras d'accord, je trouve que la série a pas
pas tellement vieilli parce que du coup, elle se passe forcément dans le passé. Et même s'il y a quelques clichés ou quelques tropes qui font un petit peu dater, la série est pas, enfin visuellement, a pas pris une claque, donc elle se regarde encore assez facilement. Et c'est surtout, moi, ça fait partie de ces séries que je trouve assez incroyables, encore une fois, au niveau de se dire, mais ces gars avaient 10 ans d'avance. Enfin, je sais pas si vous voyez la série Profit avec Adrienne Pasdar, je sais pas si vous en avez déjà parlé. Pas du tout. Non. On en a parlé, mais moi, je l'ai pas. D'accord. Bah, c'est une série, bon, je ne vais pas partir dessus, mais c'est une série, si vous la regardez, c'est Dexter, mais c'est Dexter 15 ans avant, non, 10 ans ou 12 ans avant Dexter. Et c'est-à-dire, quand ça a été diffusé, à la fin du premier épisode, la Fox s'est retrouvée submergée de courriers outrés en disant mais qu'est-ce que c'est que cette série, c'est absolument abominable. Et la série est devenue, pas culte, mais en tout cas, elle a une petite aura depuis. Et à la voir, on se dit, en fait, c'est génial, c'est juste que ces gars sont arrivés 10 ans trop tôt, quoi. Le public n'était pas prêt. Et alors là, pour le coup de Profit, pour le cas de Profit, pardon, ça a fait que ça a été un échec. Code Quantum a été plutôt un succès, mais ça a ce même effet, c'est se dire vraiment, on a des gens qui avaient commencé déjà à réfléchir à ce qu'est une série et comment jouer un petit peu avec les codes. Donc c'est pour ça vraiment que j'invite à aller redécouvrir la série, surtout qu'elle se trouve facilement en DVD pour pas cher dans les bacs. Mais c'est vraiment une très 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 bonne série. Très bien. Alors, je sais plus où j'en suis. Oui, Code Quantum, on avait effectivement regardé le pilote il y a quelques temps, à la demande de je ne sais plus qui, mais j'ai ma petite idée. Ce serait pas toi, Cécile ? Moi, j'aurais proposé ça. Non, vraiment pas. Et ouais, moi j'avais jamais regardé la série et c'est grâce à toi que j'ai regardé le pilote et du coup je pense que je regarderai jamais en entier parce que par manque de temps, mais ça m'avait beaucoup plu et effectivement comme tu le dis Clément, c'est une série qui ne vieillit pas, c'est que même en le regardant 30 ans après, ça garde au moins de son intérêt et ça reste finalement proche de l'actualité quoi. Non, et puis en plus, vu que de toute façon, un épisode qui est censé se passer dans les années 60, il ressemble aux années 60, donc que ce soit dans les années 80 ou maintenant. Ouais, mais après, c'est aussi un peu le danger. Tu vas avoir des séries qui vont parler de science-fiction et tu vas avoir des effets un peu vieillissants. Et là, ça reste sobre en fait. Parce qu'au final, il y a très peu de science-fiction en fait dans c'est ça. le concept est sur de la science-fiction, mais toutes les histoires que ça raconte, c'est des histoires humaines, c'est pas des histoires de science-fiction. Ouais. Moi, en tout cas, on conseille vivement d'aller regarder Code Quantum, au moins pour fêter les 30 ans, en mangeant des madeleines de Proust avec une bougie dessus, et on sera très dans le thème. Et puis voilà, si vous aimez Scott Bakula, c'est sa meilleure série, hein, très clairement. Il a fait des trucs bien après, hein, mais Code Quantum, quoi. Son alchimie avec l'excellent Dean Stockwell, qui était un acteur de cinéma qui venait d'avoir un Oscar hein, quand il a signé pour Code Quantum, ce qui se faisait pas du tout avant. Et le personnage et la dynamique entre les deux sont géniaux. Moi, quand je les ai vus ensemble dans NCIS New Orleans, j'ai versé ma petite larme quand même. Et pourtant, c'est une série un peu bof. Oui, mais il y a Scott Bakula dedans. Voilà, c'est la seule NCIS que je regarde parce que j'ai besoin de ma dose, ok. Parlant de série un peu bof, Cécile, pourquoi The Enemy Within ? Pourquoi The Enemy Within ? Parce que... Voilà, merci, c'était tout pour moi. Non, déjà, on va resituer un peu. The Enemy Within, c'est une nouveauté NBC avec Jennifer Carpenter et que vous avez vu dans Dexter, qui jouait Debbie Morgan, la sœur de Dexter, et Maurice Chestnut, que moi je connais comme le mec sur l'affiche dans Rosewood. J'ai jamais vu Rosewood, mais je connais l'affiche. Oui, il est avec ses lunettes de soleil et derrière c'est rose orangé. Trop de filtres Instagram sur cette affiche. Ah non, mais moi je connais juste ça. Tu disais Clément ? Il jouait dans le remake de V, de la série V. Ouais, donc il a fait que des trucs très bof en fait. Mais alors, je suis désolée de le dire, mais l'acteur est bof en fait. Hein. Oui. Vraiment, parce que moi, l'histoire, c'est en gros,
une analyste qui a été accusée de terrorisme parce qu'elle a donné des informations à une organisation et à un terroriste qui a mené à la mort de 4 agents. Et donc elle s'est faite enfermer et 3 ans plus tard, ils viennent la chercher parce que le méchant terroriste, il revient. Et donc ils se disent, bon, elle, vu qu'elle a bossé avec, elle va peut-être savoir comment qu'il faut faire. Sauf qu'en fait, elle n'a jamais bossé avec. Enfin, de ce qu'elle dit, elle n'a jamais bossé avec. C'est juste qu'il a menacé sa fille. Donc, bon, j'ai balancé les noms, quoi. Voilà. Il y a des priorités dans la vie, quoi. Je pensais pas qu'il allait les tuer. Ouais, bien sûr. Oh là là. Non, peut-être pas à ce point-là, mais voilà. Mais elle est. Donc voilà, lui, il est donc agent du FBI et il va la chercher. Donc elle, analyse de la CIA, ex-analyse de la CIA. Il va la rechercher dans sa prison, sauf que lui, il l'aime pas trop parce que, oh mon Dieu, parmi les 4 personnes qui sont mortes, il y avait sa fiancée. Oh là Il lui en veut tellement. Ouais, Le FBI, il est pas très délicat quand même. Hein. Ah non, mais franchement, la série, en fait, j'attends juste que la série arrive à me surprendre parce que pour l'instant, en gros, ce que je vais vous dire, ça se passe dans le pilote. On en a l'épisode 5, j'ai tout vu, mais vraiment, moi, mon problème sur la série, c'est que, en gros, au départ, on nous présente donc l'analyste comme oh là là, elle est méchante, elle a aidé le terroriste, on l'a enfermée, elle était vraiment pas gentille. Et puis tu la vois 4 minutes et on fait non, mais en fait, elle est sympa. Elle a pas fait ça pour ça. Enfin, en vrai, elle est gentille. Et puis après, il y a une gentille qui arrive. Et puis à la fin de l'épisode, on fait non, mais en fait, elle est méchante. Mais, vous pouvez pas installer un peu vos personnages, qu'on se mette dans l'idée de ce qui est présenté au monde, et ensuite on apprend la vérité. Et c'est peut-être un peu plus frappant que juste de nous dire c'est gentil. Ah non, en fait, c'est méchant. Il n'y a aucun choc. Et puis, donc pour l'instant, vu que toutes les révélations sont faites très tôt et bien avant que les personnages ne l'apprennent, il n'y a pas beaucoup d'effets de surprise pour le spectateur. Ouais. Du moins, je n'ai pas ressenti trop. Et j'attends juste le retournement de fou, de genre le gentil du début, c'est le méchant à la fin, quoi. Il me faut un truc comme ça parce que sinon la série n'a aucun intérêt. Non, puis même, je trouve que c'est vraiment la série repose-cerveau qui... Enfin, j'ai regardé que le pilote, hein, mais la série repose-cerveau qui prend le téléspectateur pour vraiment un idiot, en fait. Ah, mais oui, mais totalement. Le coup de la gentille qui, à la fin, en fait, elle est méchante. Ah bon? J'avais pas vu. Il y avait juste un panneau méchant qui clignotait au-dessus. Mais c'est ça. Non, mais toute la réalisation est faite pour appuyer sur un truc, réappuyer dessus et te réexpliquer au cas où t'es pas compris les 2 premières fois. Et en fait, si, non, mais je t'assure, c'est vraiment ça qu'on est en train de te dire. Et t'as envie de te dire, bah oui, je l'ai vu. Enfin, arrête d'insister. Moi, je te dis, pour moi, ça marche uniquement si c'est du misleading. Si c'est vraiment, on te prend par la main pour t'emmener dans une mauvaise direction, là, d'accord. À la fin, on te retourne le cerveau en disant non, mais en fait, on t'a menti tout du long. T'as rien compris. Mais même, je trouve ça, ça manque de subtilité. Même si tu fais un truc du genre, faut quand même que ton spectateur, il ait l'impression d'être intelligent et d'avoir compris dès le début. Là, non, ce que je disais, les révélations sont beaucoup trop rapides. Genre, tu dis ouais, la nana elle est méchante et on te le dit 3 minutes après. Oui, ça servait à rien que je devine en fait. J'avais juste à attendre 3 minutes et je l'aurais su, quoi. C'est ça. Mais pourquoi sur le papier, on dirait un peu une ressucée de The Blacklist avec un peu de 24 heures chrono, quoi. Et c'est exactement ça. Voilà. C'est du réchauffé de Blacklist avec Mentalist, en fait. Il y a du Mentalist dessus et c'est pas surprenant puisque c'est fait aussi par Ken Woodruff qui a travaillé sur The Mentalist, donc il a remis sa bonne recette dessus, en fait. Après, moi je trouve que Jennifer Carpenter est très bien dedans. Elle joue pas mal. Moi je l'aime beaucoup, je l'avais beaucoup aimé dans Limitless. Et donc moi ça me convient très bien. Par contre, Maurice Chestnut en face, c'est le vide. C'est une plante verte. Il ne se passe rien au niveau du visage. Ah, mon Dieu, ma fiancée. Oh là là, ma fiancée est morte. Oh, je suis très triste. Oh, je vais manger un donut. Oh. Une platitude terrible, quoi. Donc j'ai beaucoup de mal. Et alors surtout, j'en suis donc au 5e épisode. À part l'héroïne, je ne connais aucun nom. Il y a des personnages, j'ai encore pas compris ce qu'ils faisaient là. C'est gênant. Donc, j'ai vraiment un gros souci, quoi. Les personnages ne servent à rien. Ils sont pas intéressants. Oui, à part l'héroïne, il y a rien d'intéressant.
Donc vraiment, ça m'embête. Je vois à côté, j'ai commencé en même temps Whisky Cavalier, qui n'est pas du tout dans le même style, qui est beaucoup plus détendu. Vous en avez parlé l'autre fois. Et là, par contre, mais moi, dès l'épisode 2, je sais tous les personnages à quoi ils servent. Ils ont tous leur dynamique et tout. Et ça va beaucoup mieux, quoi. Et puis les gens ont des expressions sur le visage, quoi. Enfin, Par c'est contre, ça qui doit m'aider. Whisky Cavalier, j'ai arrêté en fait. J'ai regardé le premier épisode. Dans le podcast, j'en ai dit beaucoup de bien. Et puis finalement, quand je suis arrivée devant ma télé à me dire, bon, bah, je vais regarder l'épisode 2, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de regarder la suite. J'ai regardé un épisode, c'était sympa, mais j'ai pas envie d'en savoir plus en fait. Donc je vais pas continuer en fait. Moi, ça va que j'ai enchaîné l'épisode 1 et 2. Du coup, j'ai vu la dynamique changer tout de suite. Parce que c'est vrai que dans le premier épisode, c'est vraiment ah, je t'enferme. Ah bah non, maintenant c'est toi. Ah bah non, maintenant c'est toi. Ah bah non, c'est moi le chef. Après, vu qu'ils sont tous les deux chefs officiellement, ça va mieux. Ils se battent, mais moins fort. Donc, Ouais, mais après je trouvais ça rigolo, mais vis-à-vis de oui, voilà, vis-à-vis du reste de ce que je regarde, voilà, ça allait pas changer ma vie si je le regardais ou pas. Donc moi j'avais des longs transports en train, il me fallait beaucoup d'épisodes, donc ça m'a dépanné, c'était pas mal. Donc là les deux, je pense que je finirai la saison. Après, un retour en saison 2, c'est pas dit. Hein. On va pas se moquer du monde non plus. ouais, je suis même pas sûre que ce soit renouvelé, donc voilà, bah, moi c'est le genre de série où je prie pour une annulation. Voilà. oui, bah oui, ça te laisse du temps libre après. C'est ça. S'il vous plaît, annulez-la, comme ça je vais pas l'enlever de mon bêta série, ça me fera moins mal. Hein? Donnez-moi une raison de ne plus la regarder, s'il vous plaît. Mais c'est ça, sans que j'ai la culpabilité de me dire oh quand même, si ça se trouve ils se sont améliorés après. Ouais, pour ceux qui découvrent Cécile aujourd'hui, il faut savoir que Cécile, quand elle commence une série, il faut absolument qu'elle la finisse. Mais oui, j'ai la culpabilité, sinon je peux pas m'arrêter. Donc s'il vous plaît, les séries que je vais arrêter, annulez-les. Moi ça m'arrange. Et puis mettez de l'argent dans autre chose, franchement. Beaucoup trop de dévotion dans les séries. Non, culpabilité, vraiment, je crois que c'est le mot. Très bien, merci. Pour finir sur les recommandations, je vais vous recommander une série qui s'appelle The Case Against Adnan Syed, qui est une série documentaire qui est diffusée sur HBO. Il y a 3 épisodes qui ont déjà été diffusés. J'en ai regardé 2, dont le deuxième que j'ai regardé juste avant de débuter le podcast, que je n'aurais pas dû regarder en mangeant. Mais tant pis, c'est l'histoire de ma vie. Pour résumer, en fait, donc c'est une série documentaire qui qui revient sur l'affaire de l'assassinat de... Alors, je suis désolée, je vais probablement le prononcer très mal, mais sur l'assassinat de Hemin Lee, qui est une lycéenne qui résidait à Baltimore et qui a disparu le 13 janvier 1999. Son corps a été retrouvé un mois plus tard, à moitié enterré dans la forêt à côté de Baltimore. Baltimore, il faut savoir qu'il y a à peu près un meurtre par jour et que cette forêt est réputée pour être finalement un cimetière d'assassinats. Voilà, bonne ambiance. Venez vivre à Baltimore, c'est une très belle ville. Et donc elle a été étranglée, elle a été poignardée à plusieurs reprises. Enfin, c'est vraiment un meurtre sale. Les enquêteurs n'ont pas vraiment de pistes, ils n'ont pas vraiment d'indices probants qui peut les mener vraiment vers quelqu'un en particulier. Et finalement, ça va être à la fois un appel anonyme et des témoignages assez vagues qui vont les mener à arrêter Adnan Syed, qui est l'ancien petit ami de Hemin Lee et qui purge actuellement une peine de prison à vie. Donc la série va revenir sur les événements autour de la disparition de la jeune lycéenne, mais aussi et surtout sur l'avocate d'Adnan, qui est une amie d'enfance d'Adnan, qui est devenue avocate, qui va enquêter afin d'apporter de nouveaux éléments sur l'affaire et de pouvoir faire passer Adnan en appel et essayer de faire en sorte qu'il ait un nouveau procès plus équitable afin de le faire libérer. Donc, avant de parler de pourquoi j'aime bien cette série, il faut déjà remettre un peu la série dans son contexte, puisque en fait, on a connu cette affaire surtout après le fameux podcast qui s'appelle Serial et qui est connu à peu près dans le monde entier, qui était présenté par la journaliste Sarah Koenig.
Le podcast a été auréolé d'un Peabody Awards, enfin, ça a vraiment été un phénomène planétaire. Et c'est ce qui a permis à l'affaire d'être mise en lumière et que pas mal de gens s'intéressent à l'affaire et chacun fasse sa petite enquête de son côté. D'ailleurs, dans la série, tout ce côté serial, etc. est bien raconté, donc on sait où on met les pieds. Mais il faut aussi savoir que la série elle a un parti pris. C'est pas uniquement on vous expose les faits tels qu'ils se sont déroulés et on fait notre enquête avec la plus grande objectivité qui soit. Là vraiment, la série elle a le parti pris de défendre Hanan puisque en fait la série est faite à l'initiative de Rabia Chaudhry, donc l'avocate d'Hanan, et elle est aussi productrice de la série. Donc, sachant ça, et qu'en plus l'équipe d'enquêteurs qui est engagée pendant la série est engagée par la production, voilà, faut pas s'attendre non plus à une objectivité sans faille. Mais, maintenant qu'on a ces informations, il faut voir aussi le côté, c'est que j'ai regardé les 2 premiers épisodes, et on a quand même les 2 côtés de l'histoire. À la fois, on a le côté de la défense qui expose sa version des faits. Effectivement, ils vont interviewer les enquêteurs, les anciens amis d'enfance de Hanan, la famille, etc., etc. Mais on a quand même aussi des interviews des gens qui ont témoigné contre Hanan et qui ont fait en sorte qu'ils soient emprisonnés. Donc on a quand même les 2 côtés de l'histoire. On peut se faire notre propre avis. C'est pas vraiment mise en scène de manière à ce qu'on soit mené vers une vérité. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas biaisé, enfin je pense pas. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes. Je me suis vraiment contenue pour pas regarder la suite, mais fallait bien que je vienne faire le podcast, donc ça a été mon excuse pour m'arrêter, sinon genre c'est notre faute quoi. Non, justement, vous m'avez sauvée. Voilà, je suis pas vraiment objective parce que c'est le genre de truc que j'adore. Hein. Si vous commencez à suivre le podcast depuis un petit moment, vous savez que les true crime dramas, c'est un peu ma grande passion. Genre quand les gens sont morts, t'aimes bien. Ah bon. Et d'ailleurs, je spoile pas, mais au prochain podcast, je vais vous en ressortir un nouveau comme ça. Mais voilà, j'ai bien aimé la série parce que ça fait partie de ces réalisations qui sont assez sobres. Il n'y a pas de reconstitution à 2 balles avec des acteurs pris à la sortie de l'école. Genre, tu veux faire 3 balles, vas-y, on a une idée. C'est sympa. Les interviews sont bien réalisées. Et surtout, dans le premier épisode, ce qui est très bien fait, c'est que on a le journal intime de Hae-min Lee. Et c'est lu par une voix off, donc à la première personne, et c'est mis en image avec des animations, alors je sais pas qui les a fait par contre, mais c'est tout mignon tout plein. C'est de l'aquarelle, c'est du petit dessin, c'est très mignon. Alors elle raconte son histoire d'amour avec Hanan, elle raconte sa petite vie avec plein des petits cœurs, c'est très pastel, c'est très rose, c'est très posé, et c'est hyper agréable parce que c'est une histoire qui est sordide, qu'on a des témoignages très crus, on a des photos, etc. Et que ça met quand même un peu de douceur et ça permet de respirer dans la série. Alors par contre, c'est uniquement pendant le premier épisode. À partir du second, on se concentre plus sur le procès, donc ça va être plus alimenté par des images d'archives, puisque le procès a été filmé, les dépositions ont été filmées. Donc il y a moins ce petit côté un peu léger qui nous laisse respirer. Là, on rentre dans le cœur du sujet et c'est pas la joie. Mais voilà, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé. Je pense que c'est quand même assez objectif, même s'il y a un parti pris de départ, mais ils font en sorte qu'on ait quand même les 2 versions de l'histoire. Et c'est le genre de série qui va être frustrante à la fin, puisqu'on ne sait toujours pas s'il est coupable ou non, puisque l'affaire est toujours en cours. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder The Case Against Hanan Sayed, qui est actuellement diffusé sur HBO. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez regardé cette série ou si vous êtes intéressé par ce genre de série de votre côté. Alors moi ça m'intéresse, mais j'en avais même pas entendu parler, tu vois, donc... Ouais, pas eu beaucoup de promos autour de ça, non. Moi, j'ai vu la bande-annonce, mais c'est vrai que je suis un peu comme toi, j'ai tendance à me faire alpaguer par les true crime. J'ai adoré Making a Murderer, mais plus le temps passe, et justement, je me pose de plus en plus la question de... Enfin, je pense qu'il n'est pas possible, en fait, d'avoir une objectivité... Mais c'est humain, hein, c'est normal. Je pense qu'il y a forcément un parti pris, même si on essaye de préserver les 2 versions.
Et avec le temps, ce qui me dérange de plus en plus en fait dans ce genre de programme, c'est qu'on y intègre, et c'est marrant que tu parles de cette histoire d'animation, on y intègre des mécaniques sérielles, enfin des cliffhangers, des révélations, des twists, qui, et je me demande en fait, d'un point de vue de la création du programme, est-ce que ça finit pas par affecter la version qu'on donne de l'histoire, de forcer les choses pour faire en sorte que ça soit quand même, ça réponde à un certain cahier des charges d'un point de vue du spectateur. Il faut qu'il y ait des rebondissements, de la tension, et je commence à me poser la question de est-ce que c'est une bonne chose en fait ces programmes de true crime. C'est une vraie question, hein. Je continue à les regarder malgré tout et je sais que je vais aller voir celui-là ce qui m'intéresse, mais c'est vrai que j'ai des interrogations sur le côté hybride de ces programmes, et est-ce que ça nuit pas justement à ce qu'ils essayent de faire, à savoir révéler une vérité, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'il y a un peu deux écoles. Et c'est vrai que ce genre de programme sur Netflix, ça pullule. Tu regardes mes recommandations sur Netflix, il y a que ça et des dessins animés pour enfants. Et quand on regarde par exemple The Keepers, qui est donc dirigé par un journaliste, ça reste objectif. T'as pas une réalisation sérielle. C'est vraiment... Ça suit l'enquête que eux, ils ont fait de leur côté pour arriver à... Bon, l'enquête est toujours en cours, mais ça suit vraiment les étapes de leur enquête. Il y a vraiment pas de mise en scène, enfin, pas de mise en scène. C'est vraiment pas vraiment narratif, quoi. Bah voilà, aujourd'hui on a prévu d'interviewer telle personne, on y va et voilà. Par contre, effectivement, dans le cas de Adnan Syed, c'est beaucoup plus mise en scène, même si ça altère pas vraiment l'avis que tu puisses te faire sur l'affaire, parce que clairement, je suis au 2e épisode, et même si la série a pour but de te faire croire en l'innocence d'Adnan Syed, franchement, à la fin du 2e épisode, j'ai de gros doutes quand même, tu vois, donc ça remet pas vraiment en question l'avis que tu puisses te faire, mais je suis d'accord avec toi. Après, ouais, ça dépend vraiment des écoles. T'as vraiment, quand c'est fait de manière journalistique, c'est très bien. Quand c'est fait de manière à faire du sensationnalisme, je suis moins fan déjà, de toute façon. Sans même aller au sensationnalisme, mais Making a Murderer, par exemple, était impressionnant sur ses cliffs de fin d'épisode, je trouve. Ouais. Il y avait vraiment efficace. Et moi, à chaque fois que je regarde ces programmes, en fait, je serre un peu les fesses en me disant, j'espère qu'on va pas découvrir dans quelques années qu'en fait, le journaliste ou la personne qui a produit le programme s'est fait bananer, enfin, s'est fait avoir par le coupable et a fait un truc à décharge, et on découvre qu'en fait il s'est fait manipuler, et que du coup le spectateur s'est fait manipuler aussi. Après, c'est une crainte, enfin c'est une question, c'est un nouveau genre, donc je pense qu'il mute, il y a plusieurs tendances, et c'est intéressant à regarder de ce point de vue. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que de toute façon, après, quand on est fan de ce genre, on prend un peu tout ce qui vient, qui est un peu qualitatif. Même niveau podcast, alors voilà, podcast, si vous aimez ce genre de choses, je vous conseille le podcast québécois Distorsion, qui a pour pitch les crimes à l'ère du numérique, et qui est vraiment passionnant. Alors c'est à la fois des gens qui disparaissent, des gens assassinés, des choses un peu plus triviales, ça peut être des histoires de terrorisme ou des histoires de mèmes sur internet. Là je suis en train de remonter un peu dans le temps de ce qu'ils ont sorti, parce que j'ai tout rattrapé, mais là par exemple j'écoute l'histoire du mec qui s'est un jour qui a dit bon bah voilà, je voyage dans le temps et je vais vous prouver que c'est vrai, et que bon, clairement on a tous envie de dire que c'est un gros fake, mais le mec était loin d'être une banane, et il apportait tellement de connaissances que bah même si c'est pas vrai, le mec est très respectable, parce qu'on sait que c'est au moins un scientifique, un chercheur, quelque chose comme ça, parce que il a quand même avancé des théories qui tiennent la route et des trucs très poussés. Mais voilà, si vous aimez, par exemple, dans les derniers épisodes qu'ils ont sortis, par exemple, on a tout un épisode sur Dupont de Ligonnès. Alors pour nous, il n'y a rien de nouveau, mais du point de vue des Québécois, et ben c'est très intéressant à écouter, parce que pour eux, c'est plus lointain, et ils n'ont pas forcément la même vision des choses que nous. Voilà.
Voilà, Non, mais tant que tu n'en es pas à souhaiter que des gens tuent d'autres gens pour avoir des séries et des podcasts dessus, tout va bien, Hello, il n'y a pas de problème. Non, mais ça va. De toute façon, j'ai pas besoin de souhaiter. Enfin, je veux dire, le monde est assez fou pour qu'on ait des histoires sans avoir à en réclamer, tu vois. Tout va bien, tu as de beaux jours devant toi. Alors, beau jour, je sais pas. des Et jours. Bobby, Ouais, c'est ça. Non, mais tant que Netflix aura des meurtres à se mettre sous la dent, je pense qu'on aura de quoi regarder. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des recommandations. Je pense que nous serons là aussi la semaine prochaine pour vous recommander d'autres choses. En tout cas, moi je vais encore vous parler de crime parce que j'adore ça. Le truc pas du tout malsain. En tout cas, merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Clément, j'espère que ce fut un plaisir pour toi aussi. Ça a été un vrai plaisir, vraiment. Voilà, ça va alors. Du coup, tu pourras revenir, alors ça va. Nous aussi, on est contentes, alors... Vous voulez encore de moi, l'accueil étant tellement bon, je reviendrai. Ah là là, et en plus, on l'a même pas encore fait boire. il est au-delà de la foule. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. On va passer au mot de la fin. Donc, Clément, tu as l'honneur du mot de la fin. On n'avait absolument pas prévenu de cette histoire de mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai envie de dire regardez des séries, regardez Code Quantum. Ah non, c'est un mot. Le mot de la fin, c'est un mot. Ouais, nous, on est très premier degré, tu sais. Alors, je vais dire lampe. D'accord, Voilà. donc il a une lampe devant lui. Cécile, ton mot de la fin. Pomme. D'accord, tu as mangé une pomme. C'est ça. Et moi, mon mot de la fin, c'est araignée. J'ai vu la plus grosse araignée que j'ai jamais vue de ma vie tout à l'heure. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon petit-déj, un bon tout ce que vous voulez, mais surtout un bon... Bon Jovi. Oui!